Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 14 avril 2024. Retenez tout d'abord que vous pourrez suivre à la fin de ce journal une interview de M. Idi Ango Omar, président du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne, donc le CIRAC, interview dans laquelle il a réagi à l'arrivée mercredi dernier dans notre pays d'instructeurs et de matériel militaire russe pour appuyer et former l'armée nigérienne dans le cadre de la sécurisation de notre pays. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Et puis vous le savez, le jeudi dernier, le gouvernement nigérien et la société d'État chinoise, la CNPC, sont tombés d'accord sur la vente de la quote-part du Niger du brut d'Agadem. Cet aboutissement a été possible donc au terme d'une longue négociation au cours de laquelle la partie nigérienne a défendu les intérêts du Niger, une chose saluée par l'ambassadeur chinois au Niger. Je propose de revenir sur donc la signature de ces différents accords dans ce commentaire signé Ibrahim Yero. Cette signature entre le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et le PDG de la société chinoise CNPC vaut 400 millions de dollars, soit environ 240 milliards de francs CFA. C'est une avance que le Niger a sollicitée et obtenue sur la vente de ses 25% de brut destinés à l'exportation. Pour en arriver là, les négociations ont duré 7 mois et ont été âpres, complexes, difficiles et longues. Pour une fois, c'est une véritable armada de négociateurs que le gouvernement nigérien a déployé sur le terrain avec pas moins de 3 ministères et 2 institutions de la République qui sont directement impliquées. Les cadres du ministère du Pétrole ont été récemment renforcés par des équipes du ministère des Finances, de celui de la Justice, du cabinet du président du CNSP et du secrétariat général du gouvernement. Au-delà de tout ce beau monde, la pression du général de brigade Abdourahmane Chani a été constante sur les négociateurs nigériens. Ce faisant, malgré un contexte défavorable, voire hostile, avec les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, dont le gel des avoirs de l'État du Niger à la BCEAO, mais aussi la suspension de l'aide au développement, les autorités nigériennes ont refusé de brader les intérêts supérieurs de la nation, démentant ainsi le dicton qui dit, et je cite, « Ventre affamé n'a point d'oreille ». Ici, le patriotisme a été plus fort que la faim. Il était difficile de résister, mais nous avons résisté. Le président, le chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a donné des instructions très claires. Il fallait que nous soyons très attentifs sur les conditions financières, les conditions politiques, les conditions, y compris les exigences environnementales et même la position géostratégique du Niger, il fallait qu'on respecte cela. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, qui sait certainement la façon dont les négociations étaient conduites sous l'ancien régime, avec des négociateurs qui ne se souciaient que de ce qu'ils peuvent gagner au détriment de l'intérêt général, est ébahi par l'équipe mise en place par le président Chani. Au cours de négociations, il n'est pas évident, il faut reconnaître, l'équipe nigérienne défend fermement l'intérêt de l'État nigérien. Il attache une grande importance à la souveraineté. Nous sommes très impressionnés. Nous sommes très impressionnés quand un diplomate de ce niveau utilise un adjectif pour qualifier le patriotisme des négociateurs nigériens. C'est qu'il veut exprimer une profonde admiration pour des hommes et des femmes ayant donné le meilleur d'eux-mêmes pour défendre les intérêts de leur pays. Les Chinois sont des patriotes et c'est bien normal qu'ils admirent le patriotisme, surtout dans ce Niger qui hier seulement était victime de ceux qu'ils mandataient pour négocier à son nom.
Les négociations ont été si difficiles qu'à un moment donné, le gouvernement nigérien a même cherché d'autres acheteurs de sa quote-part sur le marché international. Dans le même temps, un autre bras de fer avait éclaté entre la CNPC et le Niger sur l'exploitation du bloc pétrolier de Bilma par la SONIDEP. Là aussi, l'intransigeance du CNSP et du gouvernement a payé. SONIDEP est devenue une société d'exploration et d'exploitation pétrolière et c'est elle qui va extraire le pétrole de Bilma. Faut-il noter que l'implication personnelle du président du CNSP, Abdourahmane Chani, a été déterminante dans ces aboutissements heureux pour notre pays. On s'en souvient, un moment, il a même dépêché à la Soraz une forte délégation du CNSP conduite par le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Salif Modi. Récemment, le chef de l'État a aussi reçu une délégation de la CNPC en l'absence du ministre du Pétrole, preuve qu'il a personnellement géré la fin des négociations. Le départ des armées occidentales, c'est aussi la reprise du contrôle sur nos ressources naturelles afin qu'elles profitent à tous les Nigériens et non à quelques privilégiés comme l'a promis le général 2 étoiles. Pour le seul intérêt du Niger et du peuple nigérien. C'est un serment, c'est une promesse. Quel que soit le sacrifice, tous les accords qui ont empêché à notre peuple, à notre pays de bénéficier ou rentrer en possession de ce qui revenait de droit, que tous ces accords soient remis sur la table. L'utilisation prévue pour cette manne financière qui sera en priorité investie dans la sécurité, la santé publique et la production agricole, entre autres, en dit long sur la volonté de bien faire, la détermination à sortir le Niger de l'ornière, de la pauvreté et de la misère. La suite de ce journal avec ce point de presse animé ce matin par le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Un point de presse au cours duquel il a notamment été fait le compte-rendu d'une mission effectuée par le bureau de ce syndicat récemment au niveau des ports autonomes de Cotonou et de Lomé. Je propose de suivre un extrait de ce point de presse animé par le secrétaire général adjoint de ce syndicat, M. Tidiane Mahamadou. Dans un premier temps, nous nous sommes rendus au niveau du port de Cotonou à la date du 18 mars 2024, dont nous avons rencontré les autorités portières pour parler de l'évolution de la situation de nos conteneurs qui étaient bloqués là-bas. Suite à ces rencontres-là, nous leur avons fait savoir que nous avons des manquements au niveau de l'arrêté numéro 404 qu'ils ont élaboré comme mesure d'accompagnement des opérateurs économiques nigériens. Nous avons tenu à avoir des rencontres individuelles. Au cours de ces rencontres individuelles, nous avons pu avoir gain de cause avec 3 compagnies, sauf le 4e, à savoir CMA-CGM, MSC et PIL, qui nous ont accordé une réduction de 20 à 50%. Donc nous avons eu des difficultés avec Marsline, mais au finish, lui aussi était obligé d'emboîter le pas parce que le président les a informés que nous sommes dans une période où nous sommes prêts à boycotter n'importe quelle compagnie maritime qui ne vont pas nous accompagner dans ces difficultés-là que nous traversons actuellement. Et en même temps, nous avons demandé au directeur du port de Cotonou de proroger la date de l'arrêté 404 qui allait jusqu'au 31 mars et ils ont accepté cela. Donc, ceci étant, nous avons continué au niveau du port de Lomé pour aussi s'enquérir de l'évolution de la situation au niveau du port de Lomé. Après avoir rencontré les autorités portuaires, à savoir les services commerciaux, nous avons fait cas des difficultés comme
le problème de parking au niveau de PIA, parce que quand on charge la personne, nous avons des difficultés à donner les avances. Quand on charge la personne, on ne peut pas s'arrêter là-bas plus de 24 heures sous peine d'amende de 10 500 francs, chose qu'ils ont à ramener à 5 000 francs. Et n'empêche cela aussi, celui qui gare le long du tronçon aussi a une amende de 100 000 francs parce que la douane met des sabots et vous êtes obligé de payer des quittances de 100 000 francs avant de prendre les véhicules là. Et nous avons rencontré le ministre pour lui dire les difficultés que nous avons rencontrées, entre autres le problème de parking, le fait que la douane met des sabots. Et sur le champ, il a appelé le commandant des douanes pour lui dire d'arrêter ça parce que le président de la République togolais les a instruits d'aider le Niger, le Mali et le Burkina dans l'acheminement de leurs marchandises. Et nous sommes vraiment très satisfaits de cette rencontre-là. Après cela, nous avons aussi informé le ministre que Myers s'entête toujours à nous accompagner dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et c'est que c'est difficilement, après avoir informé Myers que nous allons boycotter leur société, qu'ils nous ont fait une réduction de 15 à 30%, le ministre nous a vraiment dit que nous sommes libres parce que nos marchandises nous appartiennent d'utiliser les compagnies que nous voulons. Donc pour ça aussi, nous pensons que Myers va respecter son engagement sous peine de quoi nous avons informé les autorités nigériennes que nous allons les boycotter. L'Association nigérienne pour l'appel et la solidarité islamique ANASI a organisé ce matin une conférence de presse autour de la thématique de la refondation en cours dans notre pays. C'était au niveau de l'hôtel Bravia de Niamey. Le résumé avec nos reporters Khalid Bourema et Boubacar Ibrahim. Il est beaucoup plus facile de réussir le processus de refondation entamé en se conformant aux valeurs et enseignements islamiques. Voilà essentiellement l'idée qui fait faire comprendre l'Association nigérienne pour l'appel et la solidarité islamique en initiant cette conférence de presse. Animé par le docteur Youssouf Hassan Diallo, prédicateur malien et docteur en sciences islamiques, ce dernier qui n'a pas manqué de saluer le processus en cours, a dans son raisonnement partagé les principes islamiques qui peuvent aider à aller au bout de l'objectif visé. Le monde entier a suivi aujourd'hui ce qui est en train de se passer au Niger et au-delà du Niger dans les pays du Sahel. Des choses par rapport auxquelles véritablement nous formons le vœu et nous implorons Allah encore une fois pour que ce changement soit véritablement bénéfique pour que nous puissions véritablement retrouver la voie du bonheur. Je voudrais ici dire un certain nombre de choses qui, à mon sens, sont extrêmement importantes pour réussir ce changement et cette refondation qui est en train de s'amorcer ici au Niger et dans les pays du Sahel. Ces pays ont en commun leur adhésion à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à l'islam, dans une majorité écrasante de leur population. Cette voie de Dieu subhanahu wa ta'ala, pour le cas du Niger, je parle de l'islam, qui est arrivé dès le 1er siècle de l'Hégire, dans l'espace actuel du Niger, eh bien, il est important pour nous tous de comprendre que c'est le plus grand bienfait, la plus grande richesse, le plus grand atout, la plus grande voie du salut qui pourrait s'offrir au peuple nigérien, c'est véritablement cette voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il invite aussi les autorités à se saisir de l'histoire islamique et des événements qui l'ont marqué pour mieux adapter le processus. Ces pays sahéliens qui sont fortement islamisés depuis plusieurs siècles, qui ont connu des empires, de très grands empires, qui ont brillé de mille feux, surtout pendant le Moyen-Âge, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, l'empire du Kanem-Borno, le califat de Sokoto,
tous ces États qui se sont construits sur l'islam avaient atteint leur apogée lorsqu'ils s'étaient alliés à l'islam. On le sait. Donc c'était la puissance spirituelle de l'islam qui a fait que ces pays avaient atteint leur apogée et avaient brillé de mille feux pendant le Moyen-Âge. Aujourd'hui, si nous voulons véritablement acquérir notre indépendance, si nous voulons renforcer notre souveraineté, si nous voulons nous développer, si nous voulons véritablement atteindre une autre apogée de notre civilisation, de notre histoire, nous avons besoin de renouer avec l'islam. Parce que l'islam, il est là, il est intact. Il ne changera pas. Dieu a pris l'engagement de préserver le message de l'islam. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Le message de l'islam, il est là entre nos mains, il est intact. Il a simplement besoin d'être dépoussiéré, d'être redécouvert, d'être appliqué dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi j'avais dit que nous avons d'abord besoin de construire une force, une puissance spirituelle. La puissance spirituelle se construit de quelle manière? Elle se construit en traduisant le sens et les valeurs qui sont véhiculées par le message de l'islam, qui est un message divin. C'est Dieu qui s'est adressé à l'humanité à travers le Coran. Que nous puissions justement assimiler, que nous puissions appliquer, que nous puissions vivre dans notre vie de tous les jours les enseignements de l'islam pour que nous soyons des citoyens exemplaires. À retenir aussi qu'à travers cette conférence de presse, plusieurs questions ont été adressées aux conférenciers, telles quelle est l'importance des connotes, quel système fédérateur serait mieux adapté au contexte, des questions auxquelles il a donné des réponses avant de conclure sur une Fatiha. Plusieurs centrales syndicales de notre pays apportent leur soutien à la ministre en charge de la fonction publique et au CNSP. De façon générale, la ministre fait l'objet en effet depuis quelque temps de critiques de certaines organisations syndicales. C'était au cours d'une déclaration rendue publique ce matin, dont je vous propose ici de suivre un résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Ismaël Moumouni. Considéré comme une délivrance à travers les multiples manifestations de soutien, le CNSP jouit également d'un soutien de taille des travailleurs réunis au sein du collectif des centrales syndicales unies Niger. Après avoir salué l'engagement des autorités d'éradiquer l'insécurité, le collectif des centrales syndicales unies Niger, regroupant 10 centrales, est revenu sur la dénonciation des accords militaires avec les États-Unis. Le 16 mars 2024, le CNSP, par la voix de son porte-parole, a dénoncé en toute responsabilité, avec effet immédiat, l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire du Niger pour son caractère illégal et unilatéral. Il est donc clair que le Niger exige le retrait immédiat des troupes américaines de son territoire et des relations de partenariat responsables et respectueuses entre nos deux pays. Au regard de ce qui précède, nous, collectif des centrales syndicales unies du Niger, apportons notre soutien ferme au CNSP et au gouvernement de transition et demandons à nos militantes et militants de se tenir prêts pour des actions futures jusqu'au retrait du dernier soldat américain sur notre territoire. S'agissant de la gestion du partenariat entre les centrales syndicales des travailleurs et le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, le collectif des centrales syndicales unies Niger s'est penché sur l'expiration de la période de mandat de 4 ans des centrales syndicales représentatives issues des élections professionnelles. Le protocole d'accord préélectoral signé par l'ensemble des centrales syndicales en compétition aux dernières élections professionnelles prévoit à son article 8 alinéa 2 qu'en tout état de cause, à l'expiration des 4 ans, le mandat de représentation n'est pas prolongé. Il est donc clair aujourd'hui que toutes les centrales syndicales sont au même pied d'égalité. C'est pourquoi nous saluons la volonté de la ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi
d'impliquer l'ensemble des centrales syndicales dans la gestion de toutes les questions relatives aux travailleurs. Néanmoins, le collectif déplore la non-implication des centrales syndicales des travailleurs dans la gestion des organes de la transition, alors même qu'elles doivent y jouer un rôle majeur. En tout état de cause, nous, collectif des centrales syndicales unies du Niger, apportons notre soutien à la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi dans son élan de maintenir un bon partenariat social avec les centrales syndicales. Le collectif des centrales syndicales unies Niger invite le CNSP et le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue d'atténuer la cherté de la vie, tout en exhortant ces autorités d'impliquer les organisations socio-professionnelles dans la marche de la transition. Voilà, c'était donc la déclaration d'un regroupement de centrales syndicales de notre pays pour soutenir notamment la ministre en charge de la fonction publique. Place donc à présent à la réaction du président du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne, CIRAC, Idi Ango Omar, sur l'arrivée mercredi dernier dans notre pays d'instructeurs et de matériel militaire russe dans le cadre de la sécurisation de notre pays. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Merci de me donner l'opportunité de pouvoir réagir par rapport à cette actualité. En ce qui me concerne, je constate tout simplement qu'il n'y a pas lieu de dramatiser ni de donner un caractère particulier à l'arrivée de ce matériel militaire russe. Il faut admettre que depuis un certain nombre d'années, depuis que nos régions sahéliennes sont confrontées à la question du terrorisme, et avec les derniers événements chez nous du 26 juillet 2023, je pense qu'il est extrêmement important, dans la mesure où le concept de souveraineté est devenu un concept d'actualité. Il est extrêmement important, si on veut garantir la souveraineté, également assurer la sécurité et l'intégrité du territoire. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il est extrêmement important non seulement de nous équiper pour garantir la sécurité nationale, mais également l'espace aérien étant un élément, un outil extrêmement important pour garantir la sécurité. Il est également important pour ne pas être vulnérable en tant que territoire national de s'équiper de certains matériels de dernière génération pour la protection de notre espace. Je pense qu'avec la sortie de notre pays de la CEDEAO, tout comme le Mali et le Burkina, qui, ces deux derniers, se sont déjà dotés de certains appareillages, certains instruments et matériels pour assurer leur sécurité, il vaudrait mieux compléter le maillage. Parce que il y a des tensions qui sont en train des dissensions qui sont en train de naître au sein des pays francophones, au sein de la sous-région. Et aujourd'hui, garantir sa sécurité, ça fait partie de certains attributs de la souveraineté. On avait une coopération avec la Russie, certes, mais pas essentiellement dans le domaine militaire. Tout le monde le sait, avant des événements du 26, et pendant toute la durée du terrorisme, quand on regarde un peu l'arrivée de Barkhane au Mali, qui a glissé sur le Niger, sur le Burkina et avec le G5 Sahel, c'était essentiellement la France et ensuite les États-Unis qui avaient la dominante de la sécurité, surtout au niveau de l'armement, de l'équipement et de la formation de nos armées. Maintenant, avant, parce que vous parlez de 7-8 mois, mais ce qu'il faut dire, c'est que antérieurement, déjà, un constat a été fait, non pas par le politique, mais par nos propres populations, qui étaient victimes du terrorisme et qui considéraient que la coopération militaire
avec nos amis traditionnels ne portait pas ses fruits. Et si vous vous rappelez très bien, aussi bien sous le régime du président Issoufou que sous le régime du président Bazoum, la population, la société civile, les observateurs et les libres penseurs, en tout cas nationaux, ont toujours dénoncé. Ça a été le cas au Mali, ça a été le cas au Burkina. Avec la particularité que, tout en étant partenaire de la France et de l'OTAN, nous n'avons pas la liberté d'acheter l'armement qu'on voulait. Même avec notre propre argent, on n'avait pas la possibilité d'accéder à certains types de matériel qui nous étaient refusés par nos partenaires classiques. Mais aujourd'hui, avec l'avènement, avec le soulèvement populaire, les exigences, je pense qu'il est important de diversifier. Diversifier ne veut pas dire choisir son camp. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que le Niger ait choisi le camp de la Russie contre les autres blocs. On est allé du côté de la Russie parce qu'elle offre cette opportunité de permettre de nous doter du point de vue militaire, de doter notre espace pour assurer sa sécurité. Cette dynamique était déjà engagée avant ce soi-disant, entre guillemets, bras de fer avec les États-Unis. Déjà, avec la France, avec le départ des forces françaises, il y avait une exigence ou un souhait de vouloir diversifier le partenariat, surtout au niveau militaire. Donc c'était une dynamique qui était engagée avant déjà le problème au niveau qui se pose avec les États-Unis. Parce que la question des bases américaines, moi je pense que les deux parties sont d'accord sur le principe. La partie nationale d'abord, la nouvelle partie nationale qui dénonce les accords, et l'autre partie américaine qui, elle, accepte le fait que ces accords n'ont pas été conformes. Je pense que si il y a un pays qui est très pointu sur les principes, les règles de droit et tout, il n'y a pas comme les États-Unis. Ils ont bénéficié d'une circonstance favorable pour installer ces bases, mais vous voyez bien qu'ils n'ont pas eu la posture française, c'est de dire nous ne partons pas, parce qu'ils savent que certaines règles, certaines procédures n'ont pas été respectées. Et pour eux, que le Niger demande à revoir donc les règles du jeu, ils n'ont pas du tout hésité, qui prouve qu'ils comprennent un peu le sens. Et ça ne veut pas dire que c'est un départ définitif. Je pense qu'ils sont dans une logique de négocier après les accords d'une manière ou d'une autre. Les États-Unis et la Russie ne peuvent pas être sur le même territoire de par l'histoire, de par la guerre froide, on le sait très bien, et aujourd'hui de par la lutte pour l'occupation des espaces. Ça aussi, c'est un jeu classique. Nous, on a l'impression de le découvrir alors que ça a toujours existé. Ça a toujours existé pour les historiens, pour les hommes politiques avertis qui suivent l'actualité internationale. Ils savent très bien que ces deux entités, le bloc de l'Est, comme on l'appelle souvent, et le bloc de l'OTAN, c'est toujours un jeu de domino, un jeu d'échecs. Ôte-toi pour que je m'y mette, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a les enjeux stratégiques, il y a les enjeux des minerais qui font qu'aujourd'hui, l'espace francophone, surtout sahélien, le Niger, le Burkina et le Mali, ont toujours été la zone de prédilection de la France, donc de l'OTAN. Puisque les États-Unis font partie de l'OTAN, il est bien évident que la perte de cette zone, ou l'exclusivité, la perte de l'exclusivité de l'assise OTAN dans cette zone, est quand même une diminution de l'influence de l'OTAN et même des États-Unis dans la zone. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aux États-Unis et à l'OTAN de revoir sa politique d'approche avec ses anciens partenaires? Dans la mesure où ce que les États-Unis nous refusent, ce que l'OTAN nous refuse, ce que la France nous refuse, nous l'obtenons avec comment on appelle ça, les Russes. La formation russe, parce que c'est aujourd'hui que c'est exacerbé, mais nous avons toujours eu des pilotes russes, des militaires qui ont été formés en Russie, donc cette diversification existait.
Mais aujourd'hui, ça devient effectivement beaucoup plus complexe. Ça prend une autre dimension au regard des enjeux dans la sous-région. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important pour tous les partenaires de faire très attention par rapport aux ingérences dans les affaires politiques de nos États. Aujourd'hui, la prise de conscience de nos jeunes compatriotes, de l'ensemble des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés, est telle qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement sensibles à toutes ces questions de la souveraineté. Et il faut revoir les approches, il faut respecter le partenaire, il faut respecter sa dimension sociale, politique et le prendre à égale partie. Et c'est tout ça qui est en train de jouer sur la question du changement, des prises de décision. Mais moi, je pense que globalement, c'est très positif. Et je me dis que renforcer la capacité de défense de notre... On ne peut pas dissocier la souveraineté de la capacité comme étant... la défense comme étant un outil supplémentaire de souveraineté. Si on ne veut pas défendre notre souveraineté, notre territoire, notre intégrité territoriale, ça veut dire qu'on n'est pas souverain. Il faut être en mesure de défendre notre espace, de garantir l'intégrité de notre territoire et de sécuriser nos populations. Je pense que c'est dans cette logique-là que le CNSP s'est engagé à recevoir donc les Russes à partir du moment où il y a eu déjà 2 ou 3 missions qui sont allées officielles et qui ont négocié.